Comme l'illustre Platon avec son allégorie de la caverne, nous vivons dans un monde d'apparence trompeuse, un monde d'illusions. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas bien avancé. Car si beaucoup s'accordent à dire que les sciences économiques sont une imposture, que l'astrologie est une illusion, que la religion est l'opium du peuple, peu se doutent de la profondeur de la tromperie, de l'étendue des mensonges, de la taille de la désinformation dont nous, en tant que peuple ou même population, sommes victimes. Ce message vise à avertir de l'ampleur du monde des ombres projetées sur nos écrans. Il faut comprendre le mécanisme de l'illusion individuelle et collective pour savoir comment se construit un monde d'illusions. Le principe de l'illusion est que l'on prend quelque chose pour une chose que cela n'est pas. Vous prenez une corde pour un serpent, c'est une illusion. L'illusion collective a lieu lorsque tout le monde finit par penser, même si tout le monde ne le pense pas au début, que la corde est un serpent. Si une majorité de personnes affirment que la corde est un serpent, vous serez amené à penser que la corde est un serpent, même contre le témoignage de vos sens. L'illusion repose sur la ressemblance de deux choses distinctes, la ressemblance d'une chose avec l'image de cette chose. Voir à ce propos le tableau « Ceci n'est pas une pipe » de René Magritte. Nous confondons ainsi aisément corrélation et cause à effet, maladie et symptômes, réel et réalité. Et c'est cette différence entre réel et réalité qui porte tout le problème de l'illusion. Le réel est l'ensemble des choses qui existent, et la réalité est la perception du réel par un observateur. Autrement dit, c'est une image du réel qui repose sur la sensation et le sentiment. Et là, l'illusion entre en jeu au moment où le sentiment apparaît dans la perception et lui donne une couleur particulière. Les sens et le sentiment filtrent le réel, de sorte que le réel et la réalité sont deux choses différentes. Vous me direz, et alors ? Et alors, le fait que nous n'ayons pas une vision objective du monde explique que notre réalité soit façonnée par les événements extérieurs. La réalité est le résultat des différentes informations parvenues à la conscience et intégrées par elle. Et ça, c'est ce qu'on appelle un conditionnement. Notre conditionnement fait que nous voyons certaines informations et oublions les autres. C'est le conditionnement qui filtre le réel et en fait une réalité saisissable par la conscience. Ce conditionnement est l'ensemble des choses auxquelles le cerveau et l'individu sont habitués, et le plus souvent, tout ce qui est hors du conditionnement est mis de côté par la conscience et oublié, ne rentrant pas dans le cadre de la réalité admise. C'est le biais de confirmation qui fait que nous retenons habituellement les informations qui confirment notre vision du monde. Le principal moyen de forger la réalité des êtres humains, c'est l'école. On y apprend toutes sortes de choses qui forment une vision du monde, en particulier l'histoire et la géographie, qui ont pour objet d'étude le passé et le présent du monde réel. Or, les enfants sont le futur du monde réel, donc il est important qu'ils acquièrent une vision de ce qu'est le monde. Qu'est-ce que le monde alors selon l'école ? C'est une planète en forme de boule, couverte d'eau et de continents sur lesquels vivent des êtres évolués directement des singes et qui ont guerroyé pendant des millénaires jusqu'au présent. Bien. Maintenant, vous croyez sûrement que l'école a été rendue gratuite et obligatoire par volonté philanthropique d'instruire les masses illettrées pour leur permettre d'avoir une vie meilleure ensuite. Mais le contexte de l'époque nous indique qu'il s'agissait surtout en 1881 de former artificiellement une nation d'hommes assez attachés à l'État-nation français pour prendre les armes et la revanche contre la Prusse victorieuse en 1870. En 30 ans, cette mission est réalisée. Ce qui me fait avancer cette thèse est que l'école française telle que démocratisée en 1881 par Jules Ferry est calquée sur le modèle prussien en vigueur à l'époque. Or, la Prusse est un État guerrier qui a besoin de soldats pour mener ses batailles. Et pour la Prusse comme pour la France, il est donc primordial de conditionner les jeunes esprits de sorte qu'ils deviennent prêts à mourir sur un champ de bataille pour la gloire de la patrie. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une patrie. Et les livres d'histoire-géographie se chargent de la créer de toutes pièces à partir de récits enjolivés, mis bout à bout et qu'on appelle l'histoire de France. C'est l'apparition du roman national qui glorifie la France et qui fait qu'on mourrait pour elle, parce qu'elle le mérite et parce que d'autres, illustres martyrs, comme Jeanne d'Arc, comme Clovis, comme Charlemagne, sont morts pour elle dans le passé. Je veux pour preuve de ces allégations le fait que les valeurs centrales de l'éducation à la fin du XIXe en France sont la discipline, le conformisme, voire l'uniformisme, et l'obéissance, exactement comme dans l'armée. De fait, les Français ont répondu massivement à l'appel de la Première Guerre mondiale, avec des hommes qui partaient au front la fleur au fusil, sûrs que la France triompherait comme elle l'avait fait tout au long de son histoire glorieuse. Depuis, les choses n'ont pas fondamentalement changé, les valeurs sont restées les mêmes à l'école, dans les grandes lignes,
et il y a toujours les mêmes tables alignées face aux mêmes tableaux et aux mêmes professeurs. Seules les apparences ont changé puisqu'il n'y a plus d'uniforme pour les élèves, mais le système est resté le même. On ne forme plus des soldats mais des travailleurs. Dans le monde du travail aussi, c'est marche ou crève, c'est obéissance, respect de l'autorité et discipline. Il ne faut pas s'étonner que les jeunes n'en veuillent pas, mais c'est une autre histoire et nous devons revenir au conditionnement. L'école nous conditionne, mais nous conditionne à quoi ? Tout converge dans une direction, un modèle pour les élèves, celui du travailleur citoyen. Le citoyen aussi respecte l'autorité, est obéissant et se conforme aux règles. En 2 mots, il est docile et impressionnable. Le conditionnement est profond, durable, et stipule avant toute chose, inconsciemment, que l'État est digne de confiance et veut notre bien. C'est une des illusions les plus tenaces et qui laisse le plus grand vide lorsqu'elle tombe. Si l'État était bienveillant, pourtant, risquerait-il des guerres et des millions de morts, ou chercherait-il des solutions pacifiques auparavant ? Si ça a été le cas en 1939, ça n'a pas été le cas en 1914. L'école est la fabrique de la Première Guerre mondiale et du conditionnement qui y a mené. Donc, illusion numéro 1. L'école a été créée pour émanciper le peuple. Si je reconnais qu'elle a pu participer au fonctionnement de l'ascenseur social à certaines périodes et notamment après la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas pour cela qu'elle a été conçue, mais pour canaliser le peuple et lui inculquer certaines valeurs guerrières avant tout. Illusion numéro 2. L'histoire de France est objective et neutre. L'histoire de France est un récit bâti pour faire naître dans le cœur des jeunes Français de la fin du XIXe siècle un sentiment patriotique qui les mènera à accepter l'idée qu'il faut prendre sa revanche sur les Prussiens, c'est-à-dire les Allemands. À propos de la perte de l'Alsace-Moselle en 1871, on disait partout en France « y pensez toujours, n'en parlez jamais ». D'où vient donc cet adage ? Attribué à Léon Gambetta, cette citation se diffuse à travers la France par le biais de l'école, qui affiche les provinces perdues en 1871 en noir sur les cartes de France. On voudrait créer le sentiment de la nécessité d'une revanche qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Les Alsaciens et Mosellans de l'époque, eux, ont des sentiments plus nuancés concernant leur administration par les Allemands, mais cela, les livres d'histoire n'en parlent jamais. Illusion numéro 3. L'école forme des citoyens éclairés. L'école forme des citoyens, certes, c'est-à-dire des personnes qui respectent les lois de leur pays, de leur État, mais l'école éclaire de moins en moins les élèves, du moins en France. Toutes les études affichent un net recul du niveau des élèves en mathématiques, mais surtout, et c'est peut-être plus inquiétant, en lecture. Pourquoi plus inquiétant ? Parce que la lecture, c'est par la lecture qu'on acquiert un sens critique qui permet d'être éclairé. Vous me direz que c'est à cause des écrans et que l'école n'a rien à voir là-dedans. Mais alors, pourquoi les écoles s'équipent-elles en écran et équipent-elles leurs élèves en écran, quand bien même on connaît le problème qu'ils posent ? Pourquoi cette incitation toujours plus grande à se passer du format papier ? Il est difficile de justifier de telles décisions. La réponse est peut-être simple. Il ne s'agit pas pour l'école de former des citoyens éclairés, mais des travailleurs adaptés au monde d'aujourd'hui. Et c'est tout à fait différent. Parce qu'avec des citoyens éclairés, on ne plaisante pas dans des valeurs telles que la démocratie, tandis que des travailleurs adaptés se consacrent davantage à leur emploi et ne se sentent pas autant concernés par la vie publique. Or, c'est cette vie publique qui bâtit le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous vivrons. Si nous pensons que ce monde et cette vie publique ne nous concernent pas, nous nous illusionnons gravement et cela a des conséquences. Désintéressez-vous du monde et il avancera sans vous demander votre avis. Il nous faut arriver à une autre illusion tenace, l'illusion numéro 4. Nous sommes maîtres de nos destins. Cette illusion a la peau dure et elle n'est que partiellement une illusion. Mais demandons-nous, faisons-nous ce que nous faisons pour construire un destin ou pour échapper à un destin plus sombre ? Tout le développement personnel repose aujourd'hui sur l'idée que nous pouvons maîtriser notre destin si on le veut vraiment. Mais un Français reste un Français et si demain le gouvernement décrète un confinement, il n'y échappera pas. On voit donc comment des personnes éloignées et au pouvoir exercent un pouvoir déterminant sur nos vies et sur notre destin.
Certes, nous pouvons améliorer nos conditions de vie par notre travail, mais nous ne pouvons échapper à notre condition qui est celle de citoyens à la merci des décisions gouvernementales, parfois contestables. Si l'État décrète qu'il faut travailler jusqu'à 70 ans, où est notre maîtrise du destin? Devinez quoi? Il n'y en a pas, et nous travaillerons jusqu'à nos 70 ans. Nous avons récemment perdu nombre de nos libertés, temporairement certes, mais nous en avons gardé des réflexes. Et ceux qui nous gouvernent le savent. Ils s'en rappelleront sûrement à la prochaine crise, quelle qu'elle soit. Le développement personnel oublie que c'est peut-être surtout ensemble qu'on se développe en tant que société, et que dans une société malade, nul développement personnel ne saurait nous sortir de la torpeur générale dans laquelle on est plongé. Il nous faut conclure. Dans un monde fait d'illusions, celui qui voit clair risque de se faire traiter de fou, mais son travail de réinformation est nécessaire. Mon but n'est pas de vous convaincre, mais de vous persuader qu'une autre vision est possible. Cette vision, nous la développerons dans d'autres épisodes. Rendons-nous compte pour l'instant que les illusions sont légion dans notre monde, et qu'il est facile et même tentant d'y succomber, car elles rassurent. Quand on les perce à jour, on se demande immédiatement quelle est la prochaine étape. Et la seule que je vois, c'est celle de la transmission. Essayez de réveiller les autres, ou ne serait-ce qu'un autre. Il est capital de comprendre que le monde dans lequel nous avons grandi n'est pas celui qu'on croit. Et bien sûr, il est plus facile de duper quelqu'un que de convaincre quelqu'un qu'il a été dupé. C'est le difficile travail qui nous attend.